On pense pas souvent à ça, mais nos vies, c'est une série sans fin d'interactions. De la plus petite conversation au café jusqu'aux structures des plus grandes organisations, il y a comme une architecture cachée derrière tout ça. Alors aujourd'hui, on va décortiquer les plans de cette construction sociale pour voir comment, moment par moment, on bâtit nos mondes. Cette citation, ça nous ramène direct à l'essentiel. Avant de sauter dans les grandes théories, il y a ça. L'expérience humaine, brute, la complexité, la tension, la douleur d'un conflit familial vu à travers les yeux d'un enfant. Et c'est précisément parce que ces interactions sont si chargées d'émotions et de conséquences que ça devient crucial de comprendre comment tout ça fonctionne. OK, voici le plan de match. On va commencer au niveau le plus intime, avec le soi et l'autre. Ensuite, on va jaser de l'art de communiquer et, bien sûr, de ce qui se passe quand ça dérape, les conflits. Après ça, on va prendre un peu de recul pour regarder le pouvoir des groupes et on va finir par voir comment tout ça s'assemble pour créer nos sociétés. Parfait, allons-y. Faut comprendre que tout commence ici, à l'intérieur de nous. Bien avant qu'on dise un seul mot, notre perception de nous-mêmes et des autres, eh bien, c'est ça qui pose les fondations de chaque interaction qu'on va avoir. Le concept clé à saisir ici, c'est la construction du sens. Pensez-y, quand on fait face à une situation qui n'est pas claire, qui est ambiguë, on ne reste pas passif. Non, notre cerveau se met tout de suite en marche pour essayer de donner un sens à ça, pour créer une histoire qui se tient. C'est vraiment un réflexe fondamental qui nous aide à naviguer dans un monde qui est souvent incertain. Et ça, c'est une idée assez fascinante, merci. Ça vient un peu bousculer notre vision de l'identité. L'idée, c'est qu'on ne naît pas avec une conscience de soi déjà toute faite. Pas du tout, hein? On la construit en se regardant à travers les yeux des autres. On devient un objet pour soi-même en quelque sorte parce qu'on apprend à se voir comme les autres nous voient. Ce qui veut dire que notre soi, au fond, c'est une construction sociale. Bon alors, une fois qu'on a ces mondes intérieurs-là, comment on fait pour les connecter ensemble? Comment on les relie? C'est là qu'entre en jeu l'art, souvent complexe et pas toujours parfait, de la communication. La métacommunication, c'est un outil super puissant pour comprendre ce qui se passe pour vrai dans un échange. C'est pas juste ce qu'on dit, mais comment on le dit. Et surtout, c'est la relation qu'on a avec l'autre qui donne la clé de lecture pour interpréter les mots. On pourrait dire que c'est la conversation silencieuse qui se passe en même temps que la conversation qu'on entend. Le philosophe Jürgen Habermas nous aide à voir qu'il y a comme deux modes de communication. D'un côté, il y a l'action communicationnelle. Ici, le but, c'est de se comprendre, de bâtir un consensus. De l'autre côté, il y a l'action stratégique. Là, le langage devient un outil pour arriver à ses fins, pour influencer l'autre. La grosse question, c'est donc de savoir si on parle avec quelqu'un ou si on parle à quelqu'un pour obtenir quelque chose. Finalement, la mécanique d'un message est assez simple. Il y a deux canaux. Le canal digital, ce sont les mots qu'on choisit, le contenu, et puis il y a le canal analogique. Ça, c'est tout le reste, le ton de la voix, les gestes, la posture. Quand les deux sont alignés, quand ils disent la même chose, le message passe super bien. Mais quand ils se contredisent, comme dire oui en secouant la tête pour dire non, c'est là que la confusion s'installe. Le vrai message se cache souvent dans cette contradiction. Inévitablement, cette belle mécanique, elle est fragile. Et des fois, elle brise. C'est ce qu'on va explorer maintenant. Les fractures, autrement dit, les conflits. C'est quoi au juste un conflit et comment ça naît de ces ratés de communication? Et on en arrive à la question. On l'a tous déjà vécu, ce moment où un simple malentendu dégénère, où une discussion polie se transforme en affrontement. Qu'est-ce qui déraille pour que ça en arrive là? Regardez ce chiffre. 85 %. C'est énorme. Ça veut dire que le conflit au travail, ce n'est pas une exception, c'est la norme. C'est une expérience quasi universelle. La question, ce n'est donc pas de savoir si on va vivre des conflits, mais bien comment on veut les gérer. Ici, on a un concept un peu plus avancé, la schismogénèse. C'est un mot compliqué pour une idée assez facile à saisir. Imaginez une boucle de rétroaction. Une personne ou un groupe réagit à un autre, qui réagit à son tour et ça monte, ça monte, ça monte. C'est une spirale qui amplifie les petites différences de départ et qui creuse un fossé de plus en plus grand jusqu'à la rupture. Ça peut expliquer autant une chicane de couple que la polarisation dans la société. Alors, face à ces tensions, on observe généralement 3 grandes stratégies. D'abord, l'évitement. On fait comme si de rien n'était. Ensuite, le désamorçage. On cherche avant tout à calmer le jeu, à faire baisser la tension. Et enfin, l'affrontement, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire faire face au problème pour le régler. Chaque stratégie a son utilité, mais aussi ses limites, bien sûr. Bon, jusqu'à maintenant, on était pas mal au niveau individuel. Maintenant, on va faire un zoom arrière. Qu'est-ce qui arrive quand on met toutes ces dynamiques ensemble dans un groupe, une équipe ou une communauté? Le moteur d'un groupe qui fonctionne bien, c'est l'aide mutuelle. C'est plus que juste la collaboration. C'est un système où les forces de chaque personne sont activement mises au service du collectif.
L'aide mutuelle, c'est quand aider le groupe revient à s'aider soi-même et vice-versa. Et cet exemple concret le montre parfaitement. Quand les parents participent à la rédaction de leurs propres ententes, ils se les approprient. Ce n'est plus une règle imposée de l'extérieur par un juge, mais une solution qu'ils ont aidé à créer. Cet engagement, cette appropriation, c'est l'aide mutuelle en action et ça donne des résultats beaucoup plus durables. On arrive à notre dernier point, celui qui englobe tout. Comment est-ce que tous ces éléments, le soi, la communication, le conflit, le groupe, s'assemblent pour former les grandes structures comme nos organisations et nos institutions? La vision classique, c'était de voir une organisation comme une sorte de boîte, un contenant, et la communication, c'était ce qui circulait à l'intérieur de cette boîte. L'organisation existait d'abord et la communication se passait dedans. Mais une nouvelle perspective a tout changé. Au lieu de voir l'organisation comme un contenant, on la voit maintenant comme le résultat de la communication. Chaque conversation, chaque réunion, chaque courriel, chaque décision, tout ça contribue à constituer l'organisation de façon continue. L'organisation n'est pas une chose, c'est un processus permanent de communication. Alors, ça nous amène à la fin, avec une grosse question. Si nos interactions, de la plus petite à la plus grande, créent littéralement la réalité sociale dans laquelle on vit, ça veut dire que chaque conversation compte. Vraiment. Chaque échange est une brique de plus à l'édifice. La question, ce n'est donc pas seulement de comprendre cette architecture, mais bien de se demander activement à quelle construction on participe, tous les jours.